Terreur d'État en Éthiopie, le calvaire du peuple oromo. La corne de l'Afrique porte les cicatrices d'un passé tumultueux, marqué par les conflits, les luttes de pouvoir et l'oppression systématique. Parmi les nombreuses tragédies de la région, le sort du peuple oromo est un rappel brutal du coût humain de la violence politique. Pendant plus d'un siècle, les Oromos, le groupe ethnique le plus important de la Corne de l'Afrique, ont été victimes de persécutions, de marginalisation et de massacres ciblés de la part de plusieurs régimes éthiopiens. Cette présentation met en lumière la sombre histoire de la violence d'État contre les Oromos et examine les motivations derrière ces massacres, ainsi que leur impact plus large sur les droits de l'homme et la stabilité régionale. La répression systématique des dirigeants Oromos n'est pas un phénomène nouveau. Elle a commencé avec l'établissement de l'Éthiopie en tant qu'empire colonial, dépendant à la fin du XIXe siècle par les puissances coloniales européennes. Depuis lors, l'assassinat politique soutenu par l'État est profondément ancré dans l'histoire de l'expansion impérialiste de l'Éthiopie et de la lutte qui a suivi pour le contrôle des terres, des ressources et du pouvoir politique. En muselant les voix dissidentes et en éliminant les menaces potentielles à leur autorité, les dirigeants éthiopiens ont cherché à maintenir leur emprise sur le pouvoir et à réprimer toute forme d'opposition, en particulier de la part du peuple oromo. Identité, territoire et lutte. Pour comprendre les difficultés auxquelles le peuple oromo est confronté, nous devons nous pencher sur son histoire, sa culture et le vaste territoire qu'il occupe. Les Oromos sont un peuple parlant couchitique qui vit principalement en Éthiopie et dans certaines parties du Kenya, de la Somalie et de Djibouti. Les Oromos et l'Oromia, leur patrie, constituent l'une des plus grandes nations de la Corne de l'Afrique, avec une histoire longue et fière. Historiquement, les Oromos étaient organisés selon un système de gouvernance sophistiqué, connu sous le nom de Gadaa, une structure sociopolitique démocratique qui mettait l'accent sur la recherche de consensus et le partage du pouvoir. La patrie historique des Oromos, l'Oromia, englobe une grande partie de l'Éthiopie actuelle, y compris des terres agricoles fertiles et d'importantes ressources en eau. L'importance stratégique et la richesse des ressources de cette région en ont fait un foyer de conflits et de tensions tout au long de l'histoire, attirant l'attention des puissances voisines et suscitant des luttes de pouvoir internes. La colonisation et la subjugation. À la fin du XIXe siècle, une période connue sous le nom de ruée vers l'Afrique, les puissances européennes se sont affrontées pour le contrôle du continent. Elles ont souvent exploité les divisions internes pour servir leurs propres intérêts. Les forces de Ménélique II étaient équipées d'armes supérieures fournies par ces puissances européennes. Par une combinaison de conquêtes militaires, de manœuvres politiques et d'alliances avec les puissances européennes, les forces de Ménélique II ont soumis les Oromos. Ils ont détruit leur système traditionnel du Gadaa et intégré leurs terres à l'empire éthiopien. Cette période marque le début d'une longue et douloureuse période coloniale pour les Oromos, marquée par la perte de leur autonomie, la colonisation de leur territoire, l'accaparement des terres, l'assimilation forcée et la suppression de leur identité culturelle. Les Oromos ont été soumis à l'esclavage, au travail forcé, à l'interdiction de parler leur propre langue et à une politique d'assimilation culturelle. La résistance et la défiance des Oromos. Malgré ces mesures oppressives, le peuple oromo n'a pas accepté sa soumission passivement. De la fin du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle, une série de révoltes et de protestations du peuple oromo ont défié l'autorité de l'Empire éthiopien. Ces actes de résistance ont démontré l'esprit indomptable du peuple oromo et son engagement indéfectible à préserver son identité, sa culture et son autonomie. L'une des révoltes les plus remarquables fut la révolte du Beil, qui éclata dans les années 1960. Les Oromo du Beil, dirigés par le général Waku Gutu, ont opposé une résistance armée acharnée au gouvernement impérial de Haïlé Sélassié.
La révolte était alimentée par le mécontentement face à l'expropriation des terres, à l'exploitation économique et à l'oppression culturelle, entre autres. Bien que la révolte ait finalement été réprimée, elle est devenue un symbole de la résistance et de la défiance du peuple oromo. Parmi les autres mouvements de résistance importants, citons la révolte des Arsi Oromo au début du XXe siècle et les luttes continues dans les régions du Harar et du Wolega. Ces révoltes, souvent brutalement réprimées, témoignent de la quête incessante de justice et d'autodétermination du peuple oromo. Elles ont jeté les bases pour que les générations futures poursuivent la lutte contre l'oppression. L'héritage de ces premiers mouvements de résistance témoigne de la volonté inflexible du peuple oromo et de sa lutte constante pour la liberté. Ces actes de résistance historique nous rappellent avec force les sacrifices consentis par d'innombrables oromos pour protéger leurs terres, leur culture et leurs droits contre un régime oppressif. L'histoire de la résistance des oromos n'est pas seulement une histoire de conflit, mais aussi une histoire de résilience, d'unité et d'une quête indéfectible de justice. C'est un chapitre crucial dans l'histoire plus large du peuple oromo et de sa lutte continue pour l'autodétermination. Les premiers assassinats. La soumission des Oromos par Ménélique II s'est heurtée à une résistance farouche. Les chefs et les communautés Oromos se sont soulevés contre l'empire éthiopien pour défendre leurs terres, leurs traditions et leur droit à l'autodétermination. Cette résistance a été réprimée avec une extrême violence et toute dissidence a été brutalement étouffée. Au cours de cette période, de nombreux dirigeants oromos ont été assassinés afin d'éliminer toute menace potentielle à l'autorité du jeune empire éthiopien. Les assassinats politiques sont un chapitre sombre de l'histoire éthiopienne, en particulier à l'encontre du peuple oromo. Ces meurtres ciblés constituent une stratégie systématique visant à anéantir l'opposition et à conserver le pouvoir. En éliminant les figures influentes, le gouvernement éthiopien cherchait à briser les mouvements oromos pour l'autodétermination et les droits de l'homme. Ces premiers assassinats, souvent perpétrés dans l'ombre ou sous couvert de maintien de l'ordre, ont envoyé un message effrayant au peuple oromo. Toute résistance à l'État éthiopien serait accueillie par une violence rapide et mortelle. Ces assassinats instaurent un climat de peur et dissuadent la population de toute opposition ouverte ou de toute remise en question du régime colonial. Le message est clair: s'opposer au régime colonial et défier le pouvoir peuvent être fatales. Cette tactique a eu des conséquences désastreuses pour le peuple oromo, le privant de ses leaders et perpétuant un cycle infernal de violence et d'oppression. Terreur d'État. Tout au long du XXe siècle, des leaders du peuple oromo ont été assassinés de manière ciblée afin d'intimider d'autres leaders potentiels. Par exemple, Haile Mariam Gamada, un intellectuel et avocat de premier plan, a été assassiné par les forces gouvernementales éthiopiennes en raison de son travail en faveur des droits des oromos et de son implication dans des activités nationalistes. Un autre intellectuel oromo de premier plan, Mamo Mezemir, a également été assassiné après avoir été condamné sur la base de fausses accusations et finalement pendu. Son véritable crime était d'avoir écrit un projet de histoire des oromos, de défendre les droits des oromos et de créer un lien organisationnel entre l'association Machatulama et la lutte armée des oromos de Beil. À mesure que le nationalisme oromo s'intensifiait, la détermination de l'État à l'écraser se renforçait. Les leaders qui osèrent s'élever contre l'oppression étaient réduits au silence. Ces premiers assassinats ont démontré la volonté de l'État éthiopien d'utiliser la violence contre le peuple oromo. Mais ils ont également servi de cri de ralliement pour le peuple oromo, renforçant sa détermination à lutter pour ses droits. De la lutte armée aux manifestations pacifiques, la quête de justice du peuple oromo est inébranlable. La terreur d'État et la lutte du peuple oromo. La chute de l'empereur Haïlé Sélassie en 1974 et l'ascension subséquente du Derg, une junte militaire marxiste-léniniste, n'ont guère contribué à soulager les souffrances du peuple oromo.
Le Derg, dirigé par Mengistu Haile Mariam, a déclenché un règne de terreur connu sous le nom de Terreur rouge, ciblant les opposants politiques, les groupes ethniques et tous ceux considérés comme une menace pour leur autorité. Le peuple Oromo, déjà marginalisé et opprimé, a subi le plus gros de la brutalité du Derg. Le régime Derg considérait le Front de libération Oromo, OLF, fondé en 1973, comme une menace importante pour son régime. L'OLF luttait pour l'autodétermination du peuple Oromo, réclamant une plus grande autonomie et la fin de sa marginalisation. Le Derg a réagi avec une violence impitoyable, réprimant les membres et sympathisants présumés de l'OLF, entraînant des violations généralisées des droits de l'homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des disparitions. Par exemple, le pasteur Goudina Toumsa, un chef religieux influent et un critique virulent des politiques du régime Derg envers les Oromo et autres groupes marginalisés, a été enlevé et assassiné en 1979. L'éminent intellectuel Oromo Haile Fida a été arrêté, soumis à de graves tortures et finalement exécuté par le régime Derg la même année. Après 1991, nouveau gouvernement, vieille méthode. La chute du régime Derg en 1991 a donné l'espoir d'une Éthiopie plus démocratique. Le PRDF, dirigé par Meles Zenawi, a promis la paix, la stabilité et le respect des droits de l'homme. Pour le peuple Oromo, ces promesses se sont avérées vaines. Sous la direction de l'EPRDF, l'Éthiopie a connu une croissance économique et un développement rapide. Cependant, ces progrès ont eu un coût, en particulier pour le peuple Oromo. Le modèle de développement de l'EPRDF impliquait souvent l'accaparement des terres, les déplacements forcés et la dégradation de l'environnement, ce qui a eu un impact disproportionné sur les communautés Oromo. Ceux qui ont osé dénoncer ces injustices ont été harcelés, intimidés, arrêtés arbitrairement et même victimes de disparitions forcées. Le régime de l'EPRDF a utilisé efficacement son appareil de sécurité pour étouffer les voix dissidentes et maintenir son emprise sur le pouvoir. Le régime s'est appuyé sur un vaste réseau d'informateurs, de forces de sécurité et de lois répressives, telles que la loi antiterroriste de 2009, pour réprimer toute forme d'opposition. Cette loi, d'une portée vague et appliquée de manière arbitraire, a permis au gouvernement de qualifier des militants pacifiques, des journalistes et des opposants politiques de terroristes, justifiant ainsi leur emprisonnement, leur torture et leur répression. De nombreux dirigeants oromos de premier plan ont été assassinés. Les ingénieurs Mesfin Abebe Abdissa et Tesfaoun Shemada ont été enlevés au Kenya et tués. Dabassa Gwiyu, un éminent dirigeant oromo, a été enlevé à Nairobi, au Kenya, et tué dans des circonstances mystérieuses. Ces actes ont créé un climat de peur et d'impunité qui a étouffé la dissidence et perpétué un cycle de violence. Le gouvernement a cherché à maintenir sa domination et son contrôle sur le peuple oromo en réduisant au silence ceux qui pourraient exprimer les griefs du peuple oromo, mobiliser un soutien à sa cause ou contester le pouvoir de l'EPRDF. Meurtre contemporain. Le cycle de la violence continue. L'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018 a d'abord été saluée comme une nouvelle ère pour l'Éthiopie. Cela a offert un bref répit après les graves abus commis sous le régime du TPLF. Abiy a libéré des prisonniers politiques et promis des réformes. Cet optimisme a cependant été de courte durée. Le régime d'Abiy a attisé les tensions ethniques qui avaient été réprimées sous les régimes précédents afin de promouvoir sa politique du diviser pour mieux régner. Le peuple oromo a été brutalement pris pour cible, confronté à la violence et à la persécution. Les assassinats ciblés et la répression politique se sont intensifiés de manière inquiétante sous le Premier ministre Abiy Ahmed. Les meurtres de leaders et d'activistes oromo se sont poursuivis à un rythme alarmant sous le régime d'Abiy. Partout dans le monde libre, des inquiétudes ont de nouveau été exprimées quant à l'incapacité du gouvernement à protéger les droits de l'homme et à garantir la justice. Malgré les promesses de réforme, le peuple oromo continue d'être confronté à la violence et à l'oppression. On estime que plus de 100 000 citoyens oromo de tous les milieux
ont été emprisonnés sans procès équitable par le régime d'Abiy. Kore-Naginya, le commando de la mort secret de l'Éthiopie. Kore-Naginya est un groupe paramilitaire controversé qui aurait été créé sur ordre du Premier ministre Abiy Ahmed, sous la direction de Shimelis Abdissa, le président de la région Oromia. Parmi les autres membres du groupe figurent Fekadou Tessema, Ara Arsa Mardaasa, Aoualou Abdi et plusieurs autres, tous des hauts responsables du Parti de la Prospérité et de la région Oromia. Le groupe est un comité secret qui a ordonné des assassinats extrajudiciaires et des arrestations illégales afin de réprimer les dissidences. Kore-Naginya a vu le jour au sein de l'appareil politique et sécuritaire plus large sous le régime du Premier ministre Abiy Ahmed. Bien que le groupe ait prétendument été créé pour maintenir l'ordre et lutter contre les insurgés, ses activités ont souvent été associées à de graves violations des droits de l'homme. L'un des événements les plus horribles attribués à Kore-Naginya est le massacre de Karayou Abba-Gada. En décembre 2021, les forces de sécurité, qui auraient agi sous la direction de Kore-Naginya, ont perpétré un massacre brutal dans le district de Karayou, dans l'Oromia, ciblant les Abba-Gadaa, chefs traditionnels Oromos, et des membres de la communauté locale. L'attaque a fait de nombreux morts et blessés, et les survivants ont décrit des scènes terrifiantes de violence et de terreur. L'assassinat ciblé de chefs traditionnels tels que les Abba-Gadaa est considéré comme une tentative de saper les structures culturelles et politiques des Oromos. Kore-Naginya est un aspect important et troublant de la dynamique politique actuelle en Éthiopie. Les opérations du groupe ont de vastes conséquences sur la stabilité de la région, les relations nationales et la réputation internationale de l'Éthiopie. Activités, opérations et assassinats notoires. Kore-Naginya est connu pour ses tactiques agressives, notamment les exécutions extrajudiciaires, les enlèvements et les menaces contre les opposants politiques. Selon un rapport détaillé de Reuters, Kore-Naginya décide qu'une personne doit être arrêtée. Ils vont ensuite l'arrêter sans mandat, sans enquête et sans procès équitable. Kore-Naginya ne se contente pas d'éliminer ses ennemis présumés. Elle travaille également de manière préventive pour maintenir les manifestants hors des rues. Ce groupe s'est forgé une sinistre réputation en raison de ses assassinats ciblés, notamment ceux des chefs Karayou Abba-Gada, les chefs traditionnels de la communauté Oromo-Karayou. Ces meurtres ont choqué la nation et suscité une large condamnation. Mais le régime reste inflexible et agit en toute impunité. Les opérations de Kore-Naginya sont généralement clandestines, ce qui rend difficile de les tenir responsables de leurs actes. Il est largement admis qu'ils ont été impliqués dans l'assassinat du célèbre chanteur et activiste Oromo Hachalu Hundessa en 2020. La musique d'Hachalu donnait une voix aux souffrances et aux espoirs du peuple Oromo, ce qui a fait de lui une cible pour l'État. Sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays, qui ont été suivies d'une répression brutale de la part du gouvernement. Kore-Naginya serait également à l'origine de l'assassinat de l'éminent avocat Oromo Abdul-Jabbar Hussein en août 2021. Kore-Naginya et la garde républicaine sont également liés à l'assassinat odieux et brutal de Bataï Urgassa en avril 2024. Bataï Urgassa était une figure de proue de la politique Oromo, un défenseur des droits de l'homme et un homme de paix. Les répercussions et les conséquences durables. Les actions de la Kore-Naginya ont laissé de profondes blessures au sein de la société Oromo et de la société éthiopienne dans son ensemble. La brutalité et l'impunité qui ont accompagné leurs opérations ont créé un climat de peur et de méfiance généralisée. Les familles des victimes vivent dans la peur constante, hantées par le souvenir de leurs proches et l'incertitude quant à leur propre sécurité. Les conséquences psychologiques sont immenses, et les communautés souffrent de traumatismes généralisés et d'un profond sentiment d'injustice. Au-delà des victimes directes, les actions de la Kore-Naginya ont eu un effet domino qui sape le tissu social de la société Oromo. Les structures traditionnelles et les positions de leadership ont été déstabilisées, entraînant une perte de continuité culturelle et de cohésion communautaire. L'assassinat ciblé de figures telles que les Abba-Gadaa a interrompu la transmission des connaissances et des traditions, créant un vide culturel difficile à combler.
Violation des droits de l'homme. La violence continue du gouvernement éthiopien contre le peuple Oromo, y compris les assassinats de dirigeants et de militants Oromo, a suscité la condamnation des organisations internationales de défense des droits de l'homme et des gouvernements du monde entier. Les Nations Unies, Amnesty International et Human Rights Watch ont rassemblé des preuves accablantes de ces assassinats ciblés et demandent des enquêtes indépendantes et que les responsables rendent des comptes. Malgré ces préoccupations et les appels répétés à la modération, le gouvernement éthiopien a souvent rejeté ces critiques, les qualifiant d'ingérence étrangère ou de tentative de déstabilisation du pays. Ce manque de responsabilité n'a fait qu'encourager les auteurs et perpétuer le cycle de la violence. La communauté internationale doit continuer à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il mette fin à la répression du peuple Oromo, qu'il rende justice aux victimes et qu'il autorise des enquêtes indépendantes sur les divers crimes commis contre le peuple Oromo. Les régimes éthiopiens actuels et passés sont soupçonnés de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression dans l'Oromia. La lutte des Oromos pour la liberté. Malgré des décennies d'oppression, le peuple Oromo a fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables dans sa lutte pour la liberté. Leurs revendications ont évolué, passant d'un désir de plus grande autonomie au sein d'une Éthiopie fédérale à un objectif d'indépendance totale. Les méthodes de résistance se sont diversifiées, incluant des manifestations pacifiques, de la désobéissance civile et la lutte armée. Les mouvements populaires et les organisations communautaires en Oromia travaillant sans relâche pour la justice et la responsabilité, organisant des manifestations et documentant les exactions. La diaspora Oromo joue un rôle crucial en utilisant sa position à l'étranger pour mobiliser le soutien international, sensibiliser l'opinion publique et contester le discours du gouvernement éthiopien à travers les médias sociaux, les campagnes et le lobbying. Les organisations internationales de défense des droits humains, notamment les Nations Unies, Amnesty International et Human Rights Watch, ont documenté des violations flagrantes et ont appelé à des enquêtes indépendantes et à la justice. La quête de justice du peuple Oromo ne concerne pas seulement la vengeance, mais aussi la restauration de la dignité, la préservation du patrimoine culturel et la construction d'un avenir où chacun peut vivre sans peur. Leur résilience et leur détermination à obtenir justice sont une lumière dans l'obscurité. La lutte continue, nourrie par l'esprit indéfectible du peuple Oromo. Leur combat pour la liberté témoigne de leur persévérance et de leur attachement à leurs droits et à leur identité. Le soutien de la communauté internationale reste essentiel pour garantir que la quête de justice et de liberté du peuple Oromo soit reconnue et respectée, et pour mettre en lumière les implications plus larges pour les droits humains et la stabilité régionale. Personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres. Les assassinats de dirigeants Oromos soutenus par l'État représentent un schéma tragique et persistant de violence. Ces assassinats ciblés ont eu des conséquences désastreuses pour le peuple Oromo. Faire face à cet héritage exige une approche globale. Le gouvernement éthiopien doit affronter les atrocités du passé et engager un dialogue sérieux. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour soutenir ces efforts. Le chemin vers la paix exige que nous affrontions l'héritage de la violence et que nous assurions la justice. Personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres. Merci d'avoir regardé Terrorisme d'État en Éthiopie, la souffrance du peuple Oromo. Cette vidéo a été produite et présentée par Birmadou Media. Un merci particulier à tous ceux qui ont contribué à ce projet et qui nous soutiennent. Abonnez-vous, suivez-nous et rejoignez-nous sur nos différentes plateformes de médias sociaux.